L'assassin présumé de la jeune Anglaise violée et assassinée en Ille-et-Vilaine sort de prison. Ses empreintes génétiques ne correspondent pas à celles du violeur. Les producteurs de fruits français en colère, ils veulent obliger les grandes surfaces à augmenter leur prix d'achat. Baisse des impôts pour 97, réduction des dépenses publiques pour limiter le déficit à 4%. Invité M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances. Jean Galfionne, champion olympique du saut à la perche, l'histoire d'une réussite. Jean Galfionne sur notre plateau ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. La vie existerait autre part que sur la Terre dans l'univers. Un des grands mystères de l'humanité viendrait d'être percé par des chercheurs de l'Agence spatiale américaine. Ils sont arrivés à la conclusion qu'une forme primitive de vie a pu exister sur la planète Mars. Et ceci à partir de l'étude d'un météorite tombé sur la Terre il y a 13 000 ans. Patrice Pelé, Yves Ginca. Mars, à 70 millions de kilomètres de la Terre, vient peut-être de nous apporter une preuve tangible de vie dans l'espace. C'est une météorite, sans doute éjectée par un volcan, qui après un long voyage, est tombée sur notre planète voici 13 000 ans. 13 000 ans dans l'Antarctique et en 84, un scientifique la ramasse. Après analyse aux États-Unis, la NASA apporte la preuve que la petite pierre baptisée Alan Hill 84001 vient bien de Mars et elle va stupéfier les observateurs. La plus petite forme de vie, des molécules organiques unicellulaires, sont bien ici, pour la première fois, incrustées dans la pierre. On a trouvé des structures organiques qui, sur la Terre, ne se trouvent que formées par des phénomènes de la vie. Donc, on est tenté de penser qu'il y aurait eu, sinon une vie évoluée, pour laquelle on n'a aucune preuve, mais peut-être les premières étapes de la vie. Mais voilà, tout n'est pas aussi simple que cela. Cette vie passée, découverte par la NASA, peut aussi avoir une autre origine. Il n'est pas certain que ces structures ne puissent pas être formées par des phénomènes qui ne sont pas reliés à la vie. Ça, c'est le point faible. Ça, c'est ce qu'il va falloir étudier. C'est est-ce que ça ne peut pas également être formé par des réactions chimiques inertes. Ce qui pourrait renforcer la thèse de vie sur Mars, c'est la composition de la planète rouge. De l'eau sous forme de glace est bien présente dans son sous-sol. Du carbone, de l'azote, de l'hydrogène, de l'oxygène ont aussi été détectés. De quoi fabriquer la vie. Alors, avec Alan Hill 84001, tient-on enfin la grande nouvelle tant attendue depuis longtemps? La NASA se dit ce soir prête à affronter le débat. Rebondissement dans l'affaire du viol et du meurtre en Bretagne d'une jeune Anglaise, Caroline Dickinson. Le meurtrier présumé, qui avait avoué, a été libéré sous contrôle judiciaire ce soir. Ses empreintes génétiques ne correspondant pas à celles du violeur, ce qui ne le disculpe pas complètement car apparemment le crime a été commis par plusieurs personnes. Pour autant, les policiers sont obligés aujourd'hui de relancer leur enquête. Jacques Deveau, Michel Hiver. Patrice Padet est libre. Il a quitté la maison d'arrêt de Ploemeur en fin d'après-midi dans la voiture de son avocat. Libre, il reste cependant mis en examen. D'avoir fait mon travail de façon correcte et d'avoir eu au moins, je dirais, un juge qui est honnête, qui est revenu sur sa position. Il était allé trop vite à vos yeux au départ? Pas le juge, les autorités de gendarmerie, à mon avis. Un peu trop vite. En fait, l'analyse des empreintes génétiques a démontré que Patrice Padet n'était pas le violeur de la petite Caroline Dickinson. Il a toujours nié s'être rendu dans l'auberge de jeunesse de Plaine Fougère où la jeune Anglaise a été assassinée. Dans la petite commune, ce coup de théâtre dans l'enquête crée un choc. On a quand même subi une lourde pression pendant tous ces événements-là et les habitants de Plaine Fougère étaient satisfaits de retrouver le calme qui est le leur d'habitude. Donc c'est à la fois un sentiment de stupéfaction et puis une inquiétude parce que finalement si le coupable n'est pas derrière les barreaux, c'est qu'il est dehors. Donc c'est aussi un sentiment de grande inquiétude. La BBC cet après-midi interrogeait le maire de Plaine Fougère. La presse britannique maintient la pression et elle se montre très critique. Il y a une certaine section de la presse anglaise qui croit que la police française a eu des gros problèmes dans l'investigation et qu'ils mettent en doute leur efficacité. Reste maintenant à trouver le vrai coupable. Le juge d'instruction présent à la maison d'arrêt de Ploemeur cet après-midi n'a fait aucun commentaire quant à l'évolution de l'enquête. À New York, la catastrophe du vol TWA. Pour la première fois depuis le début des recherches, les enquêteurs ont montré à la presse des images de la carcasse au fond de l'eau. Jacques Cardoz. Comme chaque jour, les plongeurs de la marine américaine s'apprêtent à inspecter les fonds marins.
Mais pour la première fois depuis 3 semaines, le film témoin des recherches sera distribué aux chaînes de télévision américaines. Au total, 150 plongeurs se sont succédés au fond de l'océan. Difficile de discerner quoi que ce soit, visibilité réduite, débris informes, mais là au centre de l'image peut être l'escalier qui mène au pont supérieur. La plongeuse de la marine américaine décrit la scène, une progression hasardeuse, un chaos complet et enchevêtré, bref un univers crépusculaire, dit-elle. Vous devez vous trouver à quelques centimètres des pièces pour savoir à quoi elles correspondent dans la structure de l'appareil. En fait, nous ne savons pas ce que sont ces pièces tant que nous ne sommes pas à la surface. Les plongeurs font un travail très dur. Ils essayent dans un temps très limité de fouiller et de couvrir l'espace le plus large possible. Au cours de cette conférence de presse hier soir, Robert Francis, chargé de l'enquête, a précisé que seulement 15 à 20% des débris du Boeing avaient été repêchés. Et cela malgré les efforts incessants des centaines d'hommes mobilisés à Long Island depuis 19 jours. On a sans doute voulu expliquer à la presse à quel point les recherches étaient complexes, alors que la catastrophe reste toujours inexpliquée. En France, pas question d'impôt sécheresse pour le moment, a dit Madame Lepage, le ministre de l'Environnement, interrogé dans notre journal de 13 h. Pour autant, la situation est sérieuse, notamment dans le bassin parisien et le nord du pays. Romuald Bonan, Daniel Lévy. En Île-de-France, des champs entiers de maïs qui n'arriveront jamais à maturité par manque d'eau. En Alsace, des rivières pour les compétitions de kayak où ne coule plus qu'un filet d'eau. Depuis le printemps, la sécheresse s'est installée en France, tout particulièrement dans la moitié nord du pays. Selon la carte sécheresse 96 établie aujourd'hui par le ministère de l'Environnement, le déficit pluviométrique touche avant tout le bassin parisien et la Normandie. Il y est tombé 2 fois moins d'eau entre mars et juillet 96 que la moyenne sur les 50 dernières années. Autre zone touchée, le centre et la Bretagne. Ici, le déficit atteint les 40%. Pour compenser, les pompages et l'irrigation des cultures ont pris le relais de façon intensive, trop intensive selon certains préfets qui ont limité ces arrosages depuis une semaine. Ils menacent même d'interdire des mesures que les agriculteurs acceptent mal. On a aussi des exigences, notamment en matière de qualité de certaines productions, qui font que si nous ne pouvons pas disposer du minimum de ressources en eau au bon moment, on compromet les productions sur le plan qualitatif. L'hiver dernier a été très sec. Du coup, les pluies dites efficaces, celles qui reconstituent les réserves, n'ont pas eu lieu. Une première pour cet été 96, la nappe phréatique de la Beauce et celle du Nord-Pas-de-Calais, les plus importantes de France, n'ont jamais été aussi basses depuis 1905. Plus grave, la consommation annuelle en eau dépasse désormais le niveau des pluies des 12 derniers mois. Pour les écologistes, l'heure est à la responsabilité collective. Chacun de nous est concerné et à côté des grands responsables traditionnels que sont EDF qui utilise beaucoup d'eau pour refroidir ses centrales, les agriculteurs qui ont des pratiques agricoles beaucoup plus gourmandes en eau que par le passé, chacun d'entre nous doit s'interroger sur son comportement. Si la sécheresse persiste d'ici le 15 août, la consommation domestique en eau potable sera à son tour sérieusement limitée. Les producteurs de fruits en colère en raison des prix très bas qui leur sont proposés par les sociétés de grande distribution. Demain, ils manifesteront à Paris, mais d'ores et déjà, ils ont obtenu des hausses de prix d'achat auprès des principales enseignes de grande surface. Pascal Golomer. Entre les agriculteurs et les hypermarchés, la confiance ne règne pas encore tout à fait. Une petite dizaine de producteurs de fruits de la région limoise sont venus vérifier cet après-midi si la centrale d'achat régionale d'Intermarché répercutait bien la hausse des prix d'achat décidée hier au niveau national. Dans tous les cas, il est sûr que demain matin, on s'engage à respecter tous les prix. Vous pouvez venir demain. Et dans tous les cas, ça sera respecté comme il est écrit. C'est quoi? Ça sera quoi les prix? Les prix qui ont été indiqués sur tous les documents. Nous, ça sera quoi les prix? Ce sera, vous avez la presse, moi je souhaite que vous vous prononciez. Ce sera 5,50 francs dans le calibre B, 6,50 francs dans le calibre A, et puis voilà, c'est tout. C'est écrit dessus. Et ça, c'est les prix que vous allez donner. Respecter, c'est tout. 1 franc d'augmentation au kilo en moyenne, une bonne chose pour les producteurs de pêche ou d'abricots qui ont continué de manifester aujourd'hui devant de nombreuses grandes surfaces. Action efficace. Ici à Valence, on apprenait en fin de matinée que plusieurs grands groupes de distribution avaient à leur tour accepté de faire un geste. Les centrales d'achat se sont engagées à acheter les fruits dans les coopes et aux producteurs à ces prix-là, ces prix planchers. D'accord? On sait très bien que ce sont des prix pour vous qui ne sont pas rémunérateurs, que ce sont des prix uniquement qui couvrent vos frais de production.
Et nous, on restera vraiment mobilisés et vigilants pour que ces accords durent. C'est une question de survie des producteurs. Je crois qu'il faut bien qu'on comprenne ça. Nous, aujourd'hui, effectivement, on a peut-être des réformes à engager dans la filière, dans l'ensemble de la filière, mais à court terme, il n'est plus question de parler ni de réforme ni d'organisation, c'est une question de survie. Des opérations coup de force, des opérations séduction aussi. Ces fruits partent ce soir pour Paris. Demain, les producteurs les distribueront gratuitement aux passants sur le parvis de la gare Montparnasse. Les producteurs ne sont pas les seuls à s'interroger sur la différence entre les prix d'achat de leurs produits et les prix de vente. Les consommateurs que nous sommes sont souvent eux aussi très étonnés d'entendre parler de prix bradés à l'achat alors que les prix à la vente restent relativement élevés. Jean-Yves Perrin, Luc Baziza, enquête. L'idéal serait d'acheter les pêches au bord du verger. Tout le monde serait content. Le consommateur qui paierait 3 francs du kilo et le producteur qui gagnerait ainsi correctement sa vie. Évidemment, dans le centre des villes poussent plus de marchands de 4 saisons que de pêchers. Alors, vous payez vos fruits 4 à 6 fois plus cher. Pourquoi cette différence? Tout d'abord, il faut conditionner ces fruits si fragiles, les protéger dans un emballage adéquat et c'est 2 à 3 francs de plus par kilo. Il faut ensuite les transporter, 50 centimes à 1 franc par kilo. Au total, le kilo de pêche arrivé dans les entrepôts des distributeurs revient à 6 ou 7 francs. On est toujours loin des prix pratiqués en grande surface. Chez ce distributeur, les pêches les moins chères coûtent près de 9 francs. Elles ont été achetées le matin même à 5 francs 50, soit une marge de 63%. Mais ici, on réfute l'idée de faire la culbute. Il ne s'agit pas de culbute, il s'agit simplement d'un niveau de marge qui doit nous permettre à la fois de payer bien sûr les produits aux producteurs, mais également de payer les employés qui s'occupent du rayon, et puis également d'absorber un niveau de casse qui nous permet de garantir une fraîcheur maximum à nos clients, puisque les produits sont livrés tous les jours et tous les produits, bien entendu, abîmés sont jetés systématiquement. Combien coûtent réellement tous ces frais? Quelle est la marge nette faite par le magasin? Impossible de le savoir. Cela dit, Carrefour s'est engagé à acheter plus cher aux producteurs sans augmenter ses prix à l'étal, preuve qu'il est possible de jouer sur ses marges. À l'occasion du dernier Conseil des ministres avant les vacances, le Premier ministre Alain Juppé a bouclé son budget 97, réduction des dépenses publiques pour parvenir à un déficit limité à 4% et d'autre part la confirmation d'allègements d'impôts pour 1997. Laurent Bailly. Le cadrage, voilà celle qui est adressée par le Premier ministre. Sa lettre de cadrage fait sourire le ministre du Budget, mais les autres ministres, eux, ont grimacé en recevant la leur aujourd'hui. Alain Juppé leur demande de réaliser globalement 60 milliards d'économies pour contenir le déficit de l'État à 245 milliards. Résultat, le budget de la France, autour de 1550 milliards en 96, n'augmentera pas l'an prochain, c'est une première. Mais pour boucler ce budget, le gouvernement ne peut pas compter sur de nouvelles recettes car il a promis une baisse des impôts de 20 milliards. Et comme la croissance est faible, il faut tailler dans les dépenses des ministères, moins 20 milliards pour le travail, moins 13 milliards pour le logement. Culture, agriculture, intérieur, entre autres, sont aussi au régime. Et dans la fonction publique, 7000 postes seront supprimés, dont plusieurs milliers à l'éducation nationale. Après ce cadrage des dépenses et après les vacances, le gouvernement va plancher sur le volet des recettes de l'État. Au menu, en plat de résistance, la fameuse réforme fiscale et peut-être un petit geste comme une baisse de la redevance télé, mais ceci n'est pas encore confirmé. Invité de notre journal ce soir, Monsieur Jean Arthuis, le ministre de l'économie et des finances. Monsieur Arthuis, bonsoir. Bonsoir. Alors, réduction du déficit comme prévu et comme promis par le Premier ministre, mais disons au prix fort. Réduction des crédits à l'emploi, suppression de 6 à 7 000 postes de fonctionnaires, dont, dit-on, au moins 2500 à l'éducation nationale. Est-ce que c'est pas très cher payé? Mais me permettez-vous d'abord de constater que certains des chiffres que j'ai vus apparaître tout à l'heure à l'écran sont des approximations. Ce qui a été décidé aujourd'hui, c'est que le budget 1997, le montant total des dépenses en 1997 ne progressera pas par rapport aux dépenses 1996. C'est, je crois, une bonne nouvelle. Et c'est ce qui doit donner confiance aux Français. Et donner confiance aussi à tous ceux qui attendent un emploi. Parce que depuis des années, on s'était mis à vivre à crédit. L'État doit emprunter pour payer une partie des frais de fonctionnement, des salaires et d'un certain nombre de charges qui reviennent chaque année. Pouvait-on continuer ainsi? Certainement pas. Et la seule conséquence, c'était ou bien d'augmenter les impôts,
ou bien d'augmenter le déficit. Il fallait rompre avec cette fâcheuse habitude qui laissait à penser que les dépenses de l'État devaient chaque année progresser. Eh bien, pour la première fois, et c'est sans précédent, les dépenses 1997 ne progresseront pas par rapport à celles de l'année précédente. C'est sans précédent. Il n'empêche, Monsieur le Ministre, qu'il y a tout de même des décisions douloureuses, comme un certain nombre de suppressions de postes de fonctionnaires, et notamment, j'en reviens à ma question sur l'éducation nationale. Est-ce que ce sont des réductions qui valent quelque chose? Vous savez, ce sont des emplois qui vont être supprimés, c'est vrai, mais il n'y aura pas de licenciement. Ce sont des départs en retraite qui ne donnent pas lieu à remplacement. Il y a à peu près 30 000 départs à la retraite. Et en effet, dans les emplois civils, il y aura entre 6 000 et 7 000 postes qui ne seront pas remplacés. C'est une progression considérable par rapport à 1996, puisque, je le rappelle, on avait créé en 1996 à peu près 6 000 postes. Alors, Monsieur le Ministre, on a confirmé ce matin, le Premier ministre a confirmé la baisse des impôts pour 1997. Est-ce que, c'est dans un an à peine maintenant, est-ce qu'on peut savoir s'il y aura réellement une baisse significative des impôts sur le revenu ? Le Premier ministre a dit qu'en 1997, la baisse serait réelle, qu'elle serait significative, mais le montant de cette baisse n'est pas précisé, n'est pas arbitré. Nous verrons cela au mois de septembre. Ce qui est clair, c'est que tous ceux qui paient de l'impôt paieront moins d'impôts en 1997 qu'en 1996. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, pour terminer, une contradiction, Monsieur Arthuis, entre la réduction des dépenses publiques et une croissance qui est en mauvaise position? Est-ce qu'on ne va pas encore un peu plus affaiblir la croissance? Mais Monsieur Bilayan, s'il avait suffi d'augmenter les dépenses publiques pour faire plus de croissance et faire plus d'emplois, la France aurait eu plus de croissance et moins de chômage. On ne s'est pas rendu compte que cette progression inexorable à des niveaux qui sont devenus insupportables, puisque c'est supérieur à la moitié du produit national, de la dépense publique. Eh bien, la dépense publique a fini par étouffer l'économie et donc les possibilités de recréer des emplois. Ce qui est engagé aujourd'hui a pour objet précisément de redonner de la liberté aux Français, de donner des motifs à ceux qui veulent entreprendre, à ceux qui veulent prendre des initiatives, investir et créer des emplois. Tout ceci, c'est pour les Français et c'est pour l'emploi. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Ce matin, c'était donc le dernier conseil avant les vacances du mois d'août pour les ministres du gouvernement Juppé. Chacun explique rapidement ses projets. Jeff Wittenberg à Lens. Dernier effort côté court, prochaine étape, la mer ou la montagne. Le gouvernement fait relâche et à les entendre, il était temps de se mettre au vert. Les ministres sont épuisés. Vous dormez. Marcher. Prendre l'air. Sport, détente, amitié. Je vais bouquiner et dormir. Pas travailler. Un peu quand même, mais d'abord, reprendre des forces. Prendre de vacances. Voilà. Sortir, faire un peu de dormir. C'est ce que vous faites les uns les autres, tous. D'autres ont choisi de donner de leur temps, des vacances utiles pour faire plaisir ou pour prendre de bonnes résolutions. Et c'est pas très crédible d'arriver et de demander de faire un effort quand on a 10 kilos de trop. Donc voilà, je vais perdre du poids. Mais j'irai quand même faire un petit tour jusqu'à Lourdes pour emmener ma vieille mère de 90 ans. C'est quoi ça? C'est le programme, la lettre de mission. Une façon de rappeler que les ministres ont quand même des devoirs, leur budget à préparer. Cela n'empêche pas de se souhaiter bonnes vacances. Jacques Chirac part lui pour le fort de Brégançon. Prochain conseil, la rentrée en somme, c'est dans 3 semaines. A noter tout de même au Conseil des ministres de ce matin la nomination de M. Yves Michaud à la tête de l'aérospatiale en remplacement de M. Louis Gallois qui lui a été nommé à la tête de la SNCF. M. Michaud était directeur adjoint de l'aérospatiale depuis 1984. L'actualité internationale. En Tchétchénie, l'armée russe est en difficulté. Un dernier bilan annonce la mort de 50 soldats russes et près de 200 blessés dans la région de la capitale, Grozny. Les renforts ce soir sont acheminés sur place. Gilles Rabin. Avant la guerre, les Russes se vantaient de pouvoir prendre Grozny en moins de 2 heures. Après 2 ans de combats et de massacres inutiles, les Tchétchènes, eux, l'ont fait. Ils ont attaqué hier matin à l'aube. 2 heures après, ils étaient maîtres du centre-ville. Pour les Russes, l'humiliation est totale. La tactique des Tchétchènes est simple. Ils encerclent les postes russes, minent les routes d'accès pour retarder l'arrivée des renforts et arrosent les soldats russes assiégés d'une pluie de balles et de grenades en se découvrant le moins possible pour limiter le nombre de tués ou de blessés dans leurs rangs. Tactique payante, après 2 jours de combat, les indépendantistes ont lancé plusieurs assauts sur les bâtiments officiels du gouvernement tchétchène pro-russe. Les bâtiments officiels sont en feu
Les Tchétchènes ont aussi réussi à abattre 8 hélicoptères depuis hier matin et à attaquer la plus grande base de l'armée russe, celle de Kankala, à la sortie de Grozny. Une contre-offensive se prépare et 3 colonnes de blindés convergent vers Grozny. Mais comme en mars dernier, où les Tchétchènes avaient repris leur capitale en une journée, il faudra plusieurs semaines et plusieurs centaines de morts aux Russes pour reconquérir leurs anciennes positions. Et comme en mars dernier, les combattants tchétchènes se seront repliés dans leurs montagnes avant. On reste perplexe devant le déroulement des combats en Tchétchénie. D'un côté, malgré les difficultés économiques et politiques que connaît Moscou, une armée russe puissante, et de l'autre côté, des indépendantistes mal équipés, mais qui parviennent régulièrement à infliger de lourdes pertes à leurs ennemis. Je vous propose de suivre maintenant un document qui va vous expliquer les raisons de cette situation. Document exceptionnel. Reportage Laurent Amida. Depuis juin 1995, l'armée russe, malgré des offensives répétées, ne parvient toujours pas à prendre le contrôle des villages du sud de la Tchétchénie. Si le nord de la République tchétchène est une plaine, c'est dans le sud que commence la chaîne du Caucase. Et c'est dans ces montagnes que se sont retranchés les indépendantistes. Malgré une débauche de moyens, lance-roquettes, avions, artillerie, les forces russes sont impuissantes à briser la détermination de ces hommes. Dans la forêt, là où les soldats russes ne s'aventurent plus, les Tchétchènes sont maîtres du terrain. En 1 an et demi de combat, les forces russes ont perdu environ 10 000 hommes. En 10 années, le conflit afghan avait coûté la vie à 15 000 soldats soviétiques. Avec un très grand courage, ils s'approchent au plus près des colonnes de chars russes. Un soldat russe surpris est capturé. Tu veux rester en vie? Oui. Tu veux rentrer chez toi? Oui. Alors pas un bruit. Il est conduit vers l'arrière. Depuis le début de l'offensive russe, ces embuscades sont le quotidien de ces hommes. La riposte russe est disproportionnée. Les Russes tentent sans succès de les poursuivre. Cette fois encore, ils parviendront à leur échapper. Ils reviendront au complet, avec morts et blessés. Sacha, 20 ans, soldat conscrit. Moi, comme tous les soldats russes ici, on nous a dit qu'on était là pour se battre contre les bandes illégales et que l'armée russe était ici pour libérer la Tchétchénie. En Russie, ils disent que c'est des bandes armées qui se battent ici. Mais c'est tout le monde qui s'est soulevé contre l'agresseur. Bien sûr, il y a des soldats du président Doudaïev qui se battent, mais maintenant, c'est le peuple entier qui combat. Le peuple tchétchène a toujours été libre et le restera toujours. Alors, impuissants militairement, les Russes frappent les villages. En bref encore, profitant de leurs vacances respectives en Grèce, les présidents serbes et croates Milosevic et Tudjman ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques dès la fin de ce mois d'août. Une décision importante pour la stabilité politique de toute cette région. Le mot de la fin dans la mystérieuse affaire Miss B en Grande-Angleterre. Cette jeune femme qui avait demandé pour des raisons financières d'accoucher d'un seul de ses jumeaux qu'elle portait. En fait, elle avait avorté il y a 1 mois. Son cas avait suscité, souvenez-vous, une vive émotion dans le pays. Mais en fait, donc, le problème était déjà réglé. Alors pourquoi ce silence jusqu'à hier soir? Gilles Marinet. En publiant dimanche les confidences de Philippe Bernet, gynécologue de la jeune femme, le Sunday Express déclenche une véritable tempête. L'interruption de grossesse est présentée comme imminente. Alors, les groupes anti-avortement se mobilisent. À la une des journaux s'étalent les sommes d'argent qu'ils proposent à Miss B, restée anonyme, afin qu'elle renonce à son projet. L'affaire divise les Britanniques. Et puis, coup de théâtre. Un autre médecin affirme que l'avortement aurait déjà eu lieu. Pressé de questions, Philippe Bernet refuse de répondre aux journalistes. Il se cache et c'est finalement l'hôpital qui a pratiqué l'opération qui confirme l'information et s'explique sur son mutisme.
Envers cette jeune femme, nous avions un devoir de confidentialité. Et quoi qu'en dise la presse, nous ne pouvions vraiment pas donner d'informations sans son accord. Fin du suspense et des gros titres dans la presse. Mais une question reste entière. Pour quelle raison le médecin à l'origine de toute cette affaire a-t-il menti, entraînant les médias du monde entier et plusieurs de ses confrères dans une involontaire mystification? Philippe Bernet n'a pas encore répondu. Du nouveau dans l'affaire des sans-papiers en grève de la faim à l'intérieur de l'église Saint-Bernard à Paris. L'un d'entre eux a dû être soigné sur place ce matin après 34 jours de grève de la faim. Et cet après-midi, une manifestation a eu lieu à Paris. Nathalie Moisan, Henri Sora. Une nouvelle fois, les 300 Africains qui occupent l'église Saint-Bernard ont voulu alerter l'opinion publique en manifestant sous la tour Eiffel cet après-midi. Alors qu'ils sont depuis 5 jours sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière, leurs revendications n'ont pas changé. Réouverture des négociations avec le ministère de l'Intérieur et moratoire sur les expulsions. Je déplore cette situation. Situation qu'on croyait réservée à des pays de sauvages. Il semble que ce pays est de moins en moins civilisé. Et il va être temps qu'on se pose des questions sur sa prétention à être le pays des droits de l'homme. Dans l'église Saint-Bernard, c'est le 34e jour de grève de la faim pour 10 des Africains. Le SAMU, qui leur rend visite une fois par jour, s'est ému des conditions sanitaires dans lesquelles ils vivent. Pour l'heure, leur état de santé est jugé bon. Mais attention, au 40e jour sans manger, il y a danger, disent les médecins. Leur résolution pourtant n'est pas entamée. Nous en appelons au président de la République, c'est lui qui dirige ce pays, mais comme nous l'avons dit, nous résisterons autant de temps qu'il le faudra et les gens sont déterminés à aller jusqu'au bout. La situation est donc bloquée. En juin, le ministère de l'Intérieur a accordé 48 titres de séjour aux Africains. Jean-Louis Debré l'a affirmé aujourd'hui au président d'SOS Racisme, il n'est pas question d'aller plus loin. Manifestation ce matin des salariés de la Société française de production, la SFP, devant le siège de France Télévisions à Paris, demandant le rachat de la SFP par France Télévisions. 2 sociétés privées ont déposé leur candidature au rachat de la société. 24 heures après l'explosion et l'incendie d'une usine de produits chimiques en Meurthe-et-Moselle, les pompiers sur place ont pris des mesures pour éviter toute forme de pollution. Ludovic Fossard, Sylvain Gauthier. Un amas de cendres, voilà tout ce qu'il reste de cet entrepôt et des produits de jardinage qu'il contenait. D'après les dirigeants de l'entreprise, c'est ce produit, un désherbant, le chlorate de soude, qui serait à l'origine de l'incendie. Stocké à l'extérieur du bâtiment, il aurait explosé sous l'effet de la chaleur, propageant les flammes vers l'entrepôt. Un incendie spectaculaire qui a provoqué la frayeur des riverains. Il y avait un moment de panique, moi je me souviens. J'ai encore des images, genre les secrétaires qui couraient dans tous les sens, les voitures qui sortaient du parking dans tous les sens, et puis bon. J'ai un peu paniqué dans le sens que je me suis réveillé vers 1 h du matin. Il y avait un brouillard intense qui était là, stagnant. C'était inquiétant. Inquiétant, oui, tout à fait. Mais déjà, les mesures effectuées hier soir indiquaient que tout danger concernant la pollution de l'air était écarté. Quant à la pollution de l'eau, les bassins de rétention situés sous le bâtiment ont parfaitement fonctionné. Les risques devraient donc être limités, mais les résultats des mesures effectuées ce matin, dans la Meurthe notamment, ne sont pas encore connus. Cependant, les riverains n'auraient plus de raison d'être inquiets. On peut les rassurer tout à fait, puisque je vous dis, aucune mesure ne fait apparaître un danger quelconque. Et donc je crois qu'à l'heure actuelle, le problème est en phase de résolution et que ça ne devrait s'améliorer de plus en plus dans les heures qui viennent. En tout cas, au vu de ces images spectaculaires, le bilan humain de l'incendie, un blessé sans gravité, 3 pompiers légèrement intoxiqués, peut sembler presque miraculeux. L'entreprise, il est vrai, est récente et les normes de sécurité considérées comme sévères. À la rubrique détente, suite de notre série estivale sur les îles. Ce soir, l'île de Bath, dans le Finistère, à quelques encablures de Roscoff. L'activité principale de l'île, qui compte 750 habitants, est la pêche au goémon. Maryse Burgot, Éric Georgeot. Les petits matins d'été sur l'île de Bath offrent invariablement le même spectacle. Une escadre de guimbards en route pour les champs. Car ces hommes-là sont bel et bien les laboureurs du plus grand champ du monde, celui qui se cache sous le bleu de la mer. Sur l'île de Bath, on les appelle les Scooby-Doo. Les hommes qui sont aux commandes sont goémoniers et ce sont les algues qu'ils arrachent à la mer. Là, vous voyez,
on a fait 2 mois de saison. Et puis, je vais vous dire honnêtement, ça commence à tirer à sa fin. Ça devient de plus en plus difficile de faire les marées, quoi, parce que là, on repasse déjà dans les endroits où on a passé, par exemple, fin mai. Par exemple, cet endroit-ci, après aujourd'hui, ce ne sera plus la peine de revenir, parce qu'on va abîmer les jeunes pousses. Donc il faudra laisser les jeunes pousses grandir pour l'année prochaine, quoi. Depuis 20 ans, Jean-Michel Glidic traque le goémon au large de son île, 20 ans d'une attention soutenue. Car les algues ont la mauvaise habitude de proliférer à proximité des rochers. Pour faire une bonne pêche, il faut donc aller au plus près du récif, avec le risque d'aller au tas, comme on dit dans le métier, d'où l'absolue nécessité de travailler à plusieurs. Tout seul, c'est pas prudent, hein. Parce que, bon, vous voyez comment on travaille. Hein. Enfin, en général, on est souvent tous les deux, et puis Erwan avec nous, là, on est à 3 en général. 3 par 3, quoi, parce qu'on est à 6. Voilà. Bon, je vais continuer. Fin de la journée, les goémoniers de l'île de Bas mettent le cap sur le port de Roscoff. Les bateaux sont repus et les hommes sont fatigués. 10 à 14 tonnes d'algues par pêcheur. À 236 francs la tonne, le métier est rentable, même si la saison ne dure que 5 mois par an. Produits de beauté, médicaments, colle, agglutinants, les algues ont des applications multiples. Mais ça, ce n'est plus vraiment le problème des pêcheurs de goémons qui ont déjà mis le cap vers leur maison sur l'île de Bas. Et demain, visite à l'île d'Edic, près de Belle-Île-en-Mer. Départ de la course en solitaire du Figaro aujourd'hui à Perros-Guirec, 24 heures de retard en raison du mauvais temps. Thibaut de Barbeyrac. Des dizaines de spectateurs, un grand ciel bleu et une mer calme, des conditions idéales pour enfin lâcher les concurrents de la solitaire du Figaro. 42 skippers sur des bateaux identiques, 42 skippers a priori à armes égales, sauf qu'à ce jeu-là, l'expérience joue un grand rôle. Certains ne sont pas assez prêts, je dirais, au niveau stress physique pour tenir, pour gérer leur sommeil. Et on sait que certains, même de bons, arrivent à craquer, c'est-à-dire s'endormir plusieurs heures alors que normalement c'est pas plus d'un quart d'heure d'affilée. Et dans cette première étape dont le parcours a été raccourci à cause du mauvais temps, pas question de dormir pendant des heures. Outre Philippe Poupon, d'autres skippers de renom sont à la barre. C'est le cas d'Alain Gauthier, vainqueur de la Transat en double cette année, Jean Le Cam, second de cette même Transat, ou encore Michel Desjoyaux. Au départ de Perros-Guirec, tous les skippers ont mis le cap vers l'Irlande, et plus précisément Dublin, terme de la première étape. L'arrivée y est prévue samedi, une arrivée qui promet d'être chaude puisque ce soir encore, toute la flotte se tient dans un mouchoir de poche. Moins heureux mais chanceux quand même, 6 plaisanciers français ont dérivé pendant 15 jours sur leur voilier, quelque part entre Porto Rico et la Martinique. Heureusement pour eux, vous le voyez, ils ont pu être repérés et récupérés par les gardes-côtes. Ça faisait 9 jours qu'ils n'avaient plus d'eau ni de vivres à bord de leur voilier. Ils sont sains et saufs et rapatriés actuellement vers Porto Rico et la Martinique. Le dernier médaillé d'or français d'Atlanta est rentré ce matin, le perchiste Jean Galfionne. Il est ce soir notre invité. Jean Galfionne est donc rentré ce matin en compagnie de son entraîneur, celui qui l'a formé, Maurice Ouvion, ancien champion du saut à la perche lui-même. Christophe Duchiron, Marc Millet. Pour une entrée en matière, commençons par la sortie des artistes. Avec par ordre d'apparition Jean Galfionne, 25 ans, grand percheur devant l'Éternel. À l'arrivée, Jean perchiste et signe, des autographes à la pelle. Et voici qu'arrive Maurice Ouvion, 62 ans, l'entraîneur de toujours. Galfionne-Ouvion, c'est comme Smith et Wesson, Laurel et Hardy, les deux font la paire. Ce matin à Roissy, Maurice signait lui aussi, enfin à sa manière, en dessinant un perchiste. Dessine-moi un perchiste, le petit prince, c'est Jean Galfionne. Un saut victorieux à 5,92 m, une médaille d'or aux Jeux Olympiques, une quasi-perfection dans le geste. Jean Galfionne est un artiste. Un titre de champion olympique, je vais vous dire, c'est une sorte d'œuvre d'art. Parce qu'elle procure des émotions à des tas de gens, et à moi également. C'est une œuvre d'art éphémère, bien sûr, hein, toute proportion gardée, mais c'est une œuvre d'art. Maurice Ouvion ne s'est pas seulement formé un champion, il s'est aussi sculpté les perchistes dans le bois, sa passion. Mais son œuvre d'art, c'est Jean Galfionne. Recordman de France, médaille de bronze au championnat du monde et champion olympique cette année. Je suis pris totalement aux tripes lorsqu'il saute. Hein. Bon, quelquefois, il me le reproche parce qu'il trouve que je suis presque plus anxieux que lui. Des défilés militaires du bataillon de Joinville au défilé de mode pour Christian Dior, Jean Galfionne ne manque pas d'allure, le champion
à l'étoffe d'une vedette. L'homme est à la hauteur du sportif chez Jean. Et ça, c'est... Oui, je suis fier d'être avec lui, d'être avec un garçon comme ça. Nous aussi, amateurs de sport, nous sommes fiers de Jean Galfionne et de son titre olympique. Et ça, Maurice Ouvion y est assurément pour quelque chose. Jean Galfionne, bonsoir. Et vous êtes fier d'avoir été entraîné par Maurice Ouvion? Bonsoir, oui, bien sûr, je suis très fier d'avoir Maurice Ouvion comme entraîneur. C'est une grande fierté parce que je pense qu'il y a une grande personnalité de la part de Maurice, comme la mienne, et ce qui colle très très bien. Donc, Alors, Jean Galfionne, vous venez de rentrer. Est-ce que vous gardez un souvenir particulier de votre saut ou bien est-ce que c'est un moment que vous avez déjà oublié pour ne retenir que la médaille? Non, je trouve que tout le moindre détail du concours, des qualifications et le reste après, le tour d'honneur, le podium et tout ce qui s'en suivi, la soirée après, je crois que le moindre détail va rester très ancré dans ma mémoire longtemps. Est-ce que vous gardez un détail en particulier de ce saut, à un moment où vous êtes Du saut lui-même, je crois que c'est surtout l'attente de voir le Russe échouer. En souhaitant qu'il ne réussisse pas. En souhaitant qu'il ne réussisse pas pour obtenir la médaille d'or, ouais. Alors, est-ce qu'à un moment, vous allez me dire peut-être que c'est au moment où on retombe qu'on sait qu'on a réussi, mais est-ce qu'à un moment donné, dans un saut, on sait qu'on va réussir? À 5,92, donc sur le saut où je devais prendre la première place, c'était à ce moment-là qu'il fallait que je passe au premier essai. Dans la course d'élan, j'ai presque ressenti que tout allait bien, j'étais dans le bon tempo de ma course d'élan et comme si quelque chose me disait c'est bon, là tu passes, c'est sûr. J'étais vraiment très confiant, mais dans les 10-15 derniers mètres de ma course d'élan, j'ai ressenti ça un peu. Alors, quelle est la sensation essentielle du saut? Est-ce que le meilleur moment du saut, c'est quand on est dans les airs, quand on est au-dessus, quand on est juste au-dessus de la barre? C'est à quel moment l'essentiel du saut? L'essentiel, c'est la première foulée de la course d'élan. C'est l'état d'esprit dans lequel on va partir pour sauter. Si on doute, la course d'élan ne sera pas la même, l'impulsion pas pareil, la détermination ne sera pas du tout la même non plus. Donc il faut vraiment c'est la concentration dès le départ qui compte. Et la moindre foulée sinon est importante. C'est calculé au centimètre près. Le saut à la perche, c'est une compétition où le moral joue énormément. On reste longtemps sur le stade, il y a une sorte d'intoxication entre les différents compétiteurs qui refusent de passer certaines hauteurs, qui affichent des prétentions. Oui. C'est les concours olympiques ou des championnats du monde, c'est très tactique parce que déjà c'est un concours qui dure 4-5 heures. Et puis on ne se réserve pas sur les sauts, chaque barre est bonne à prendre si on peut grappiller des places. Puis en même temps il faut sauter non seulement par rapport à soi-même, et puis par rapport aux adversaires, il faut voir exactement ce qu'ils font, s'ils sont en forme, les impasses qu'il faut faire. C'est un peu un jeu d'échecs. Puis parfois il faut tenter des choses, il faut essayer de faire des coups de poker pour y arriver. Dernière chose, maintenant vous êtes médaillé d'or, est-ce qu'il y a une vie sportive après une médaille d'or ou bien est-ce qu'on s'arrête? Beaucoup de champions ont des moments de creux après une médaille comme la vôtre. Oui, mais moi j'ai 25 ans et à la perche on peut sauter encore très longtemps, jusqu'à 30-32 ans. Donc j'espère encore avoir de bonnes années et des bons résultats dans d'autres championnats. Vos prochains objectifs, c'est quoi? Les records du monde, les records de Bubka? Dans l'immédiat, là je pars faire une tournée de meeting cet été, jusqu'au mois de septembre. J'espère battre le record de France. Vous pensez pouvoir passer 6 mètres? Voilà, franchir les 6 mètres, ça serait quelque chose de bien. Puis après, dans le reste de ma carrière, pourquoi pas le record du monde, pourquoi pas... il n'y a aucune limite là, on verra bien. Merci Jean, merci de nous avoir rendu visite et bravo encore pour cette médaille d'or pour la France. Merci. Sur les écrans, justement, à partir de demain en France, d'aujourd'hui, ce soir, mercredi, un nouveau Schwarzenegger, l'effaceur. Il ne s'agit pas d'un tueur, mais au contraire de protéger les témoins qui acceptent de parler dans des procès à haut risque. Reportage Stéphane Auman, Roger Mathurin. Quand Schwarzenegger, l'effaceur, travaille pour la justice américaine, la méthode est quelque peu expéditive. Pour la sortie de l'effaceur, était organisée à Paris une avant-première, en présence de l'acteur. La star bodybuildée met tout son poids dans la promotion du film, qui a coûté la somme de 100 millions de dollars. Enrôlé pour l'occasion, un autre homme fort, le judoka français David Douillet, médaille d'or au dernier JO. Plus c'est spectaculaire et plus ça plaît à Schwartzy. J'ai dû faire de nombreuses acrobaties dans le film pour les besoins des cascades. C'est pour ça que je continue à m'entraîner physiquement, car certaines scènes sont difficiles et même dangereuses.
Schwarzenegger retrouve une nouvelle fois à 49 ans l'emploi qui a fait son succès, le justicier solitaire et invincible. Comme d'habitude, pas très intello, mais à base d'action, enfin tout ce qu'il faut quoi. Il est formidable là, lui. Mais alors on a tué trop de gens, hein. C'est un très mauvais exemple ça. D'accord. Vous connaissez le signal? 911, je quitte La belle Vanessa Williams, ex-Miss Amérique, joue le témoin traqué à qui l'effaceur doit donner une nouvelle identité. Réalisation efficace, effets spéciaux, humour, avec une telle débauche de moyens, Schwarzenegger espère aussi pulvériser le box-office. Juste le temps de vous souhaiter une excellente soirée sur notre chaîne et de vous donner rendez-vous demain à 20 h. Bonsoir.